Au programme cette semaine, des photons gamma ultra énergétiques, un trou noir supermassif bien caractérisé et des neutrinos en provenance des entrailles de la Terre. C'est le 4e numéro de 7 jours dans l'univers. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Neuf sources de rayons gamma ultra énergétiques viennent d'être découvertes par le multidétecteur Cherenkov Hawk. L'énergie des photons gamma, qui proviennent de notre galaxie, s'étend pour certaines jusqu'à plus de 100 téraélectronvolts, des TeV. Une étude publiée dans Physical Review Letters. L'observatoire Hawk, High Altitude Water Cherenkov, est implanté sur les pentes du volcan mexicain Sierra Negra à 4100 mètres d'altitude, au sommet duquel se trouve le fameux radiotélescope LMT qui est une pièce maîtresse de l'Event Horizon Telescope. Hawk est composé de 300 cuves d'eau de 4 mètres de haut et 7,3 mètres de diamètre, instrumentées avec 4 détecteurs de lumière chacune, des photomultiplicateurs, pour détecter le passage de particules chargées par la lumière Cherenkov qu'elles y produisent. Cet effet apparaît quand une particule chargée se déplace plus vite que la lumière dans le milieu traversé. Dans l'eau, la vitesse de la lumière est 1,33 fois plus faible que dans le vide. Des particules de rayonnement cosmique secondaires, très énergétiques, qui ont une vitesse supérieure, peuvent donc y produire cette lumière bleue caractéristique. Hawk détecte ainsi les particules secondaires énergétiques qui sont produites en gerbes lorsque des rayons gamma arrivent dans la haute atmosphère de la Terre. Il permet de scruter en continu une large zone du ciel de 15 degrés par 15 degrés à la recherche des sources gamma les plus énergétiques. Et avec la rotation de la Terre, il scanne ainsi 2/3 du ciel en 24 heures. Hawk détecte des particules chargées produites par des photons gamma très énergétiques, mais ces photons ont eux-mêmes été produits par des particules chargées, des protons et des électrons, qui ont été accélérés au départ dans des accélérateurs cosmiques comme des trous noirs supermassifs, dans des noyaux actifs de galaxies, ou des résidus de supernovas, des trous noirs stellaires ou des pulsars. Les photons gamma sont généralement produits non loin du lieu d'accélération des protons ou électrons, quand ces derniers interagissent avec le milieu interstellaire environnant. Il existe aujourd'hui encore des incertitudes sur les mécanismes physiques capables d'accélération jusqu'à des énergies de l'ordre du TeV, ou plus, comme ce qui a été mesuré. Les chercheurs de la collaboration Hawk avaient publié en août 2019 la première détection de photons gamma atteignant 100 TeV, en provenance du pulsar du crabe. Cette nouvelle publication est la suite de cette étude, avec cette fois tout un catalogue des sources gamma les plus énergétiques jamais détectées sous la forme de 2 cartes. La première carte concerne les sources dont l'énergie dépasse 56 TeV, on y trouve 9 sources, et la seconde se focalise sur les sources qui dépassent une énergie de 100 TeV. Cette dernière ne contient que 3 sources. Ces nouvelles sources vont aider à mieux comprendre l'origine de ces accélérateurs cosmiques. Toutes les sources de ce nouveau catalogue, dédiées aux très hautes énergies, se trouvent dans notre galaxie selon les chercheurs, et elles se situent toutes très près de puissants pulsars, ce qui permet de les lier à l'environnement des pulsars selon les astrophysiciens des particules. Mais les 2 sources de plus de 100 TeV les plus significatives, qui sont répertoriées par EHWC J1845-134 et EHWC J1907+063, montrent des spectres relativement durs, c'est-à-dire que le flux diminue lentement quand l'énergie augmente. Et leur spectre semble s'étendre bien au-delà des derniers points mesurés. Leur origine pourrait être un type d'accélérateur cosmique que les spécialistes appellent un
pévatron, capable d'accélérer des protons et des électrons jusqu'au péta-électronvolt, 10 puissance 15 électronvolts. Ces deux sources devraient être suivies de près dans le futur, y compris à d'autres longueurs d'onde, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. En attendant, les chercheurs de la collaboration Hawk s'attendent à détecter encore plus de sources gamma de haute énergie dans les années qui viennent, grâce à une amélioration de la sensibilité de leurs multidétecteurs, déjà très performants. Les caractéristiques physiques d'un trou noir supermassif lointain, telles que sa masse et sa rotation, viennent d'être mesurées avec une excellente précision grâce au phénomène de réverbération des rayons X qui sont produits très près du trou noir et qui produisent un écho lumineux sur son disque d'accrétion. L'étude est publiée dans Nature Astronomy. Les échos ou réverbérations de rayons X apparaissent généralement dans une région où l'espace-temps est fortement distordu, typiquement autour des trous noirs de grande masse où sont produits par ailleurs de grandes quantités de rayons X. En effet, des rayons X qui sont produits au-dessus du trou noir, dirigés vers le haut ou latéralement, peuvent se retrouver finalement avec des trajectoires incurvées qui vont les ramener vers le plan du disque d'accrétion entourant le trou noir, à cause de la courbure de l'espace-temps induite par le trou noir. L'observation de ces échos de rayons X, c'est-à-dire l'observation des photons X qui ont réussi à tracer tout droit, et de ceux qui ont été réfléchis sur le disque d'accrétion, mais qui venaient de la même source à l'origine, offre aux astrophysiciens des informations très riches sur le trou noir et son environnement immédiat. La source initiale de rayons X, observée ici par William Alston de l'Institute of Astronomy à Cambridge au Royaume-Uni et ses collaborateurs, est ce que les spécialistes appellent une couronne chaude, du plasma qui surplombe le trou noir au-dessus de son disque d'accrétion. Le gros intérêt de ce type de source est qu'elle est très variable dans le temps. Le flux de rayons X qui sort du noyau de la galaxie IRAS 13224-3809, classée comme une galaxie de Seyfert, peut varier d'un facteur 50 en seulement quelques heures. On peut donc facilement suivre les échos de cette source de rayons X qui montrent les mêmes structures variables dans le temps, mais décalées de quelques heures dans le cas du trou noir qui est étudié dans cette étude. Le décalage entre la lumière X directe et la lumière X réverbérée sur le bord interne du disque d'accrétion est directement lié à la longueur du chemin parcouru par les photons dans l'espace-temps courbe à proximité du trou noir. Le problème qui apparaît a priori dans cette méthode est que différents paramètres sont liés entre eux. La longueur temporelle de l'écho dépend à la fois de la masse du trou noir, du rayon interne du disque d'accrétion, de l'angle d'inclinaison de la ligne de visée et de la hauteur de couronne chaude d'où partent les rayons X. Mais Alston et ses collègues ont réussi à décorréler les différents paramètres en faisant des observations très longues de la galaxie IRAS 13224-3809 avec XMM Newton. Ils ont utilisé le télescope spatial européen durant 16 orbites avec à chaque fois une observation de 130 kilosecondes, soit un total cumulé de 2 mégasecondes, ce qui fait l'équivalent de 23 jours non-stop. Grâce à ce long suivi dans le temps, les chercheurs ont pu comprendre, après quelques modélisations, que la luminosité variait en fonction de la hauteur de la couronne chaude. Cela leur a permis alors de mettre en évidence les aspects dynamiques qui avaient lieu dans la région la plus interne du disque d'accrétion.
Une fois maîtrisé le paramètre lié à la hauteur de la couronne chaude, sa variabilité dans le temps, les astrophysiciens ont ensuite pu déterminer avec une grande précision la masse du trou noir, sa rotation, l'angle d'inclinaison par lequel il est observé et le rayon interne du disque d'accrétion. La masse du trou noir de IRAS 13224-3809 que William Alston et ses collaborateurs trouvent vaut 1,9 plus ou moins 0,2 millions de masses solaires. Il est donc plus petit que le trou noir de notre galaxie, Sagittarius à étoiles, qui lui fait 4,2 millions de masses solaires. Mais il est énormément plus actif. Son facteur de rotation, A, je rappelle que A est égal à JC sur GM, C étant la vitesse de la lumière, G la constante de gravitation, M la masse du trou noir, et J le moment angulaire. A est un paramètre sans unité. Eh bien A est très proche de la valeur maximale, qui est égale à l'unité. Il vaut 0,97 plus 0,01 moins 0,13. Le trou noir tourne extrêmement vite. Quant à l'angle d'inclinaison obtenu, il vaut 68 moins 6 plus 4 degrés. Et enfin, le rayon interne du disque d'accrétion est égal à seulement 1,7 plus 1,1 moins 0,4 fois le rayon gravitationnel. Le rayon gravitationnel, c'est le rayon de l'horizon des événements d'un trou noir en rotation maximale. Il est égal à la moitié du rayon de Schwarzschild, qui est lui le rayon de l'horizon d'un trou noir statique. En résumé, grâce aux observations détaillées des échos de rayons X, issus de la couronne chaude de IRAS 13224-3809, les chercheurs déterminent que son trou noir supermassif est plutôt petit, mesuré avec une précision record de 200 000 masses solaires, tourne très vite sur lui-même et que son disque d'accrétion s'approche vraiment très près de son horizon des événements à seulement 2,85 millions de kilomètres. Et oui, un peu plus de 7 fois la distance Terre-Lune seulement. Et le trou noir ainsi précisément caractérisé se trouve à la bagatelle de 1 milliard d'années-lumière de nous. Le détecteur de neutrinos Borexino, installé dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie, a réussi à détecter 53 neutrinos provenant de l'intérieur de la Terre sur une période de 3263 jours, alors que le flux moyen estimé de ces géoneutrinos, quasi indétectables, est de l'ordre de 6 millions par centimètre carré par seconde à la surface de la Terre. Une étude publiée dans Physical Review D. Des neutrinos sont continuellement produits dans les réactions nucléaires des étoiles, dans les interactions des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire ou avec l'atmosphère terrestre, mais aussi dans les réactions nucléaires des réacteurs de production d'électricité et par la radioactivité naturelle, comme la désintégration de l'uranium et du thorium dans la croûte terrestre. Dans ce dernier cas, on les appelle des géoneutrinos. Ils sont la seule trace directe de ce qui produit l'énergie interne de notre planète, la radioactivité bêta de ses constituants radioactifs. Borexino est un gros détecteur de neutrinos constitué d'un réservoir de 280 tonnes de liquide scintillateur, instrumenté par plusieurs milliers de photomultiplicateurs. Les chercheurs de la collaboration internationale qui l'exploitent cherchent à détecter toutes sortes de neutrinos dont l'énergie est inférieure à 1 MeV, donc principalement des neutrinos solaires.
Le détecteur avait été initialement conçu pour détecter les neutrinos monoénergétiques de 862 keV qui sont produits dans la réaction de capture électronique du beryllium-7 dans le cœur du Soleil. Le principe de détection est fondé sur la diffusion élastique des neutrinos électroniques sur les électrons dans le volume du liquide scintillateur ultra pur de la grosse cuve sphérique, ou bien, dans le cas d'antineutrinos électroniques, sur la production de positrons et de neutrons après interaction sur des protons. Les électrons de recul, ou les positrons et les neutrons, vont ensuite déposer leur énergie directement ou indirectement via des photons gamma dans le volume détecteur qui va produire une lumière de scintillation caractéristique qui sera détectée par les 2212 photomultiplicateurs. L'interaction des neutrinos ou antineutrinos de basse énergie est parmi les plus faibles de toutes les interactions des particules connues. Pour détecter ces antineutrinos et ces neutrinos, on a donc besoin soit d'un grand volume cible, le liquide scintillateur, ou soit de beaucoup de temps. Et le mieux est de disposer des deux en même temps. La sphère de liquide scintillateur de Borexino a un diamètre de 13,7 mètres, ce qui offre une bonne quantité d'atomes cibles, et il aura fallu près de 12 années d'enregistrement de données entre 2007 et 2019 pour réussir à attraper une petite cinquantaine de neutrinos provenant du manteau terrestre, issus de l'uranium-238 et du thorium-232 et de leurs descendants radioactifs. 53 neutrinos très exactement, noyés sous un flux bien plus imposant de neutrinos ou d'antineutrinos provenant de nombreux réacteurs nucléaires d'un peu partout sur Terre. Car Borexino les voit très bien. À partir de ces 53 neutrinos, venant des entrailles de notre planète, les chercheurs de la collaboration internationale peuvent dorénavant exclure, avec une confiance de 99%, l'idée qu'il n'y aurait pas de radioactivité dans le manteau terrestre. Ils estiment aussi que la chaleur radiogénique produite par l'uranium et le thorium dans le manteau terrestre vaut 24,6 plus ou moins 11 terawatts. En considérant ensuite que le potassium 40 est responsable de 18% de la chaleur produite dans le manteau, et connaissant assez bien la chaleur radiogénique produite dans la lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre située au-dessus du manteau, et qui vaut 8,1 plus ou moins 1,9 terawatts, les physiciens des particules, transformés en géophysiciens pour l'occasion, ont conclu que la chaleur radiogénique totale produite par la Terre vaut 38,2 plus ou moins 13 terawatts, l'équivalent de ce que produiraient 40 000 réacteurs nucléaires. Selon les physiciens, il y a une probabilité de 85% pour que les désintégrations radioactives produisent plus de la moitié de la chaleur interne de la Terre. L'autre moitié étant la chaleur résiduelle datant de la formation de la planète. Toute cette chaleur est l'énergie qui est responsable des phénomènes telluriques destructeurs comme les volcans ou les séismes, et protecteurs comme le champ magnétique, via la présence d'un noyau externe métallique liquide. Il était donc crucial d'en connaître l'origine. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!